Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler en fait d'un deal qui est actuellement en cours. Mais cette vidéo en fait va s'appuyer sur le deal en question. Je ne vais pas aller dans le détail de ce qu'il y a derrière, etc. Si ça vous intéresse, vous avez un lien en description, je vais y revenir dessus après. Mais elle a vraiment pour objectif d'être éducative et de venir vous ouvrir l'esprit à ce que l'on peut trouver en fait quand on cherche, euh, de vous aussi de vous expliquer que ce genre de choses existe et vous partager aussi tout le processus de réflexion que, en tout cas, que j'opère pour ma part et les questions à vous poser quand vous avez ce type d'opportunité qui s'offre à vous. Alors je vais réduire ma tête. Hop, voilà. Et d'ailleurs, voilà, il y a un deal qui est en cours. J'ai fait quelques messages sur LinkedIn, notamment sur Twitter. C'est un deal, j'ai communiqué dessus dans ma liste email privée lundi. J'ai envoyé une vidéo d'analyse complète par rapport à celui-ci. J'en ai déjà parlé il y a 15 jours dans ma communauté privée Youmento. Et en fait, j'ai pu communiquer dessus au sein de ma liste email privée et aussi dans le Discord gratuit. Vous avez des liens en description si c'est des choses qui vous intéressent de rejoindre. La liste email est gratuite et le Discord aussi. Eh bien, j'ai pu communiquer publiquement sur ce deal parce que Green Bull m'a fait l'honneur de me proposer un partenariat exclusif avec eux. C'est la première fois qu'ils le font et je dois avouer qu'encore une fois, j'ai été assez honoré de la chose et très heureux d'avoir pu eh bien, déployer ce partenariat et avoir pu le proposer du coup à ma communauté, je dirais, étendue. Donc il y a ma communauté privée, ce que j'appelle la communauté étendue, c'est les gens qui me suivent sur ma liste email privée, le Discord public. Et donc, j'ai fait tout un travail d'analyse de ce deal. On va dire, moi j'y avais déjà souscrit. Et parce que j'allais le proposer à ma communauté étendue, j'ai poussé beaucoup plus loin l'analyse de manière à prémâcher au maximum le travail, bien que voilà, il est indispensable que de votre côté vous fassiez votre propre analyse, mais en tout cas voilà, moi j'ai présenté les éléments les plus saillants, les plus importants qui liés à celui-ci. Et donc l'opportunité en cours, si encore une fois si ça vous intéresse, vous avez un lien en fait en description pour pouvoir demander des informations complémentaires et pour pouvoir recevoir les infos que j'ai transmis lundi dans ma liste email privée et sur le Discord public. L'opportunité en cours, là, juste pour contextualiser, mais vraiment c'est la partie éducative qui est intéressante dans cette vidéo. À la fois sur comprendre comment on peut accéder à ce type d'opportunité. Et puis aussi, quelles sont les questions à se poser. Mais voilà, grosso modo, c'est de l'obligation d'entreprise. C'est du 14% annuel brut. C'est une obligation sur 2 ans. C'est 10 000 euros minimum. Donc je sais bien, hein, ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est une somme qui, pour certains, n'est pas anodine. Et alors la deadline est proche, hein, c'est dans 9 jours, à partir de maintenant, le 14 avril. Donc si c'est un truc qui vous intéresse, il y a de la friction dans ce genre de choses. Même chose, du coup, ça va permettre de rendre la vidéo d'autant plus éducative, hein. Quand vous avez ce genre de deal, eh bien, il y a toute une partie Know Your Customer, donc il y a des documents à soumettre. Ça va pas se faire en claquant des doigts. Il va y avoir un délai pour la validation de votre profil, 24-48 heures. Après ça, il va falloir envoyer l'argent. Du coup, en l'occurrence, il y a une plateforme qui est exploitée pour le deal en question. Donc, il faut envoyer l'argent sur la plateforme où il y a un compte séquestre. Alors, la plateforme, en l'occurrence, c'est AMF. Tout est régulé, c'est en France, etc. Donc, c'est vraiment ultra clean. D'ailleurs, je vais recevoir normalement le CEO de la plateforme en question parce qu'ils ont mis tout un système de tokenisation derrière qui sont les seuls à faire ça, qui est assez fascinant. Je referme la parenthèse. Et donc, il y a des délais d'envoi de l'argent. Vous savez qu'en France, dès que vous voulez envoyer quelques milliers d'euros, et là en l'occurrence du 10K minimum, ça peut être assez pénible. Donc, potentiellement, il faut faire valider le truc auprès de la banque en disant bah voilà, j'initie le virement, la banque le bloque, avoir des échanges avec le conseiller, qu'il intervienne manuellement, qu'il le débloque, ensuite il y a l'envoi, il y a la durée de l'envoi. Donc ça va
voilà, ça va très vite, il y a les documents signés. En l'occurrence, le deal, en plus de ça, il est éligible au PEA-PME. Bah là aussi, ça fait des documents à remplir. Donc, tout ça pour dire que la deadline est dans 9 jours. Donc, voilà, comme d'habitude, success, love, speed. Si ça vous intéresse, bougez-vous. Voilà, il faut être réactif. Alors, pour autant, il ne faut pas le faire à l'emporte-pièce. Étudier le deal. Encore de la même manière, j'ai fait une vidéo que j'estime assez complète où moi j'ai passé en revue toute la data room. Euh, Regardez les deux vidéos de présentation associées à ça, de manière à nourrir justement toute ma réflexion et toutes les questions que je me suis posées sur justement les risques associés notamment au deal en question. Mais bon, voilà. Revenons à la thématique de la vidéo en question qui a pour but de vous ouvrir l'esprit, donc comme je l'ai évoqué sur ce type de deal et sur, ok, pourquoi ce type de deal, de bien comprendre que ce type de deal existe, que ce type de deal, eh bien, on a un rendement, on a un rapport risque-rendement qui pour moi est extrêmement positif. Voilà, encore une fois, allez voir accéder aux informations complètes si vous le souhaitez, mais vraiment pour moi, on est vraiment sur un truc qui est peu risqué. Et donc, déjà pour recontextualiser, le rendement, ok, de quoi ça vient? Parce que souvent on dit, ok, s'il y a du rendement, c'est plus le rendement est important, plus il y a de risques. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Ça, c'est vraiment un truc que l'on apprend quand eh bien, on s'éduque à ce genre de choses. C'est pas parce que vous pouvez avoir des trucs où vous allez être rémunéré à 20% annuellement qui vont être moins risqués que par rapport à des choses où vous allez avoir une rémunération de 10% par exemple. Donc, bien sûr, il peut y avoir une composante de risque qui conditionnera le rendement, mais il n'y a pas que ça. Et il y a aussi la notion que j'ai appelée, que j'ai nommée, d'accessibilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est d'avoir accès à l'information, c'est d'avoir accès au deal. Notamment en France où c'est extrêmement réglementé, c'est pas des choses pour lesquelles eh bien, votre banque va vous proposer. Les conseillers en patrimoine sont aussi extrêmement limités. Leur latitude est très réglementée de la même manière. Donc, c'est ce genre de choses où ils vont pas forcément tendance à vous le proposer. En plus de ça, ils sont bien souvent, alors attention, je dis pas que c'est toute la profession, mais quand même, ils sont bien souvent très biaisés parce qu'ils ont des rétrocommissions et que bon, bah, ils vont avoir tendance à pousser les produits qui les rémunèrent le mieux, ce qui peut se comprendre. Donc il y a déjà tout un aspect d'accès à l'information. Typiquement, pour le dire la question, pour accéder à l'information, ben voilà, il faut être soit dans les listes de distribution du côté de MyClubDeal ou de Green Bull, soit de suivre des personnes comme moi. En l'occurrence, c'est que moi qui ai été positionné en tant que partenaire, et c'est encore une fois un signe de confiance de la part de Green Bull qui me droit au cœur. Et donc d'être à l'écoute de ce genre de choses. Et pour être déjà à l'écoute de ce genre de choses, eh bien, il faut s'être quand même un minimum éduqué sur toute cette thématique. Donc l'accès à l'information, l'aspect éducation, ça veut dire qu'il faut s'être ouvert. Et ça, c'est clairement pas la majorité des gens, encore moins, je dirais, peut-être en France. Il faut s'être formé sur la notion d'investissement d'une manière générale, s'être ouvert l'esprit sur tout ça. Donc, barrière à l'entrée sur l'information, l'accès à l'information, barrière à l'entrée sur déjà le niveau d'éducation pour pouvoir appréhender ce genre de choses. Et déjà aussi l'aspect détection, parce qu'il y a déjà ok de comprendre que ce genre de choses existe. Et ensuite, c'est parmi les opportunités qui s'offrent à moi de détecter celles où effectivement le rapport risque-rendement va être le plus intéressant. Et là, c'est de l'expérience en fait qui va, une fois de plus, créer potentiellement une barrière à l'entrée. Et donc une barrière à l'entrée qui peut être conditionnée par ce que j'ai évoqué au-dessus, mais aussi par notamment le réseau que vous pouvez avoir, pardon, mais aussi les conditions auxquelles d'éligibilité qui peuvent être
d'une manière ultra basique, le fait d'avoir déjà investi dans un deal concomitant, par exemple, ou en l'occurrence, ben voilà, une des barrières à l'entrée, c'est les 10 000 minimum qui n'est pas accessible, encore une fois, à toutes les bourses. Enfin voilà, dans ce monde-là, c'est un tout petit ticket, mais je comprends que pour certains, ça soit important. Donc voilà, le rendement, accessibilité du deal. Euh, plus quelque chose devient mainstream, plus la capacité à générer de l'argent à partir de cet asset va se réduire. On le voit, exemple typique, les cryptos. Alors je sais que ça reste extrêmement volatile, néanmoins, avec le temps, si on prend le Bitcoin, on a une volatilité quand même qui se réduit fortement. Plus ça devient mainstream, plus la volatilité se réduit, plus les opportunités de rendement diminuent. Donc voilà pour le rendement. Il y a une composante risque, certes, mais il n'y a pas que ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant, à mon sens, de se former sur l'investissement, sur la gestion de l'argent, de ramifier cette compétence parce que c'est une compétence qui est utile toute sa vie, quelles que soient les phases de sa vie, de faire de l'argent avec de l'argent. Je trouve que c'est un côté un peu magique. Et donc ça permet d'accéder à ce genre d'opportunités. Alors, une des questions ensuite à se poser, fondamentale, c'est ok, est-ce que je vais revoir mon argent? Donc, qu'est-ce qu'on regarde par rapport à ça? Là, je prends l'exemple concret sur lequel je suis, qui est une obligation où vous prêtez à une entreprise. Ok. Bon, bah, qu'est-ce que on va regarder au niveau de la boîte? La solidité. Quelle est la solidité de la boîte? Quelle est la probabilité que dans 2 ans, effectivement, je récupère à la fois mon capital et les intérêts? Bon, bah, on va regarder l'endettement existant. En l'occurrence, pour info, là, on est sur une boîte cotée en bourse qui a un endettement de 250 000 euros. C'est rien du tout. C'est nada. C'est tout petit. Antériorité. Ok, depuis combien de temps la boîte est là? Depuis combien de temps elle fonctionne? Parce que plus, ça c'est quelque chose d'assez basique, hein, plus vous avez une boîte qui va être là depuis longtemps. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres indicateurs à regarder, mais ça c'est sur une boîte en l'occurrence là, le sujet qui nous intéresse plus particulièrement. Alors encore une fois, allez voir le détail si vous souhaitez en savoir plus, mais là on a une structure qui est là depuis 20 ans. Quelle est la probabilité qu'une structure qui est là depuis 20 ans, qui fait de l'argent, qui est rentable, qui grossit, qui a des actifs, fasse faillite dans 2 ans avec un endettement existant de 250 000 euros? Bon, bah, je vous laisse apprécier le truc. Moi, j'estime que c'est faible, que c'est extrêmement faible. Alors, bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'un Black Swan, mais ça, c'est, je dirais, le risque de tous les jours, hein, qui, d'ailleurs, auquel on a été exposé pas seulement au niveau de l'investissement. Ok, donc l'antériorité. Le poids de la dette future, c'est que, ok, bon, bah là, il lève de l'argent, mais est-ce qu'il y a le poids que va générer cette dette va être un problème par rapport justement à la structure, à sa solidité, à sa santé financière, à la rentabilité qu'elle dégage. Donc voilà, ça c'est ensuite la partie rentabilité, c'est déjà bien sûr d'avoir un business qui génère de l'argent. Typiquement, il y a quelques temps de ça, j'avais une opportunité d'investissement aussi en lending qui m'avait été présentée, où c'était une boîte qui allait acquérir des véhicules. C'était du côté de l'Estonie, mais il n'y avait pas de rentabilité en fait encore. Et c'était très incertain. Alors effectivement, d'ailleurs, on était autour de 18% si je me souviens bien en termes de rentabilité. Bon, bah, typiquement, non, je passe mon chemin parce que j'estime qu'on a un risque versus rendement qui n'est pas intéressant. Donc voilà, si on a une boîte, bien sûr, il faut qu'elle fasse de l'argent, ça me semble essentiel. Et puis, alors pour creuser un peu plus loin, et là, je vous invite aussi à vous former auprès pareil, d'ailleurs, j'ai partagé dans ma liste email privée une formation gratuite de Rémi, de la chaîne Parle en long terme. J'ai eu des retours d'ailleurs sur la qualité de la formation gratuite. Je sais, elle est excellente et je vous remercie ceux qui m'ont fait le retour pour me remercier de la mise à disposition. Et donc, il faut voir aussi de quelle manière elle génère sa rentabilité parce que parfois, vous avez je dirais, des bénéfices exceptionnels.
Donc il faut voir, ok, comment celle-ci est nourrie. Donc ça va pas être l'objet de la vidéo, ça serait quelque chose de beaucoup plus complexe à creuser. Mais c'est des choses aussi où c'est important de voir, gérer la qualité du résultat net généré. Le risque de faillite, voilà, c'est ok. À quoi est exposée la boîte? Quelle est son activité? Est-ce qu'elle est peut-être, exemple, voilà, si vous avez une boîte qui est monoclient, ou quasiment, où vous avez un client qui représente 70% du chiffre d'affaires, c'est un point de fragilité. Euh, Est-ce qu'elle est soumise, par exemple, à des éléments exogènes, notamment voilà, vous avez des boîtes comme ça. Je me rappelle d'une boîte comme ça qui m'avait été présentée en private equity, qui en fait basait tout son business model sur la réglementation, une nouvelle réglementation qui avait été mise en place du côté de la France. Et typiquement, moi, c'est le genre d'opportunités d'investissement sur lesquelles je ne veux absolument pas aller parce qu'elles sont directement dépendantes de, eh bien, du bon vouloir de l'État. Et si la réglementation à un moment donné change, et on sait que ça arrive régulièrement, ben, potentiellement on a un business model qui s'effondre totalement. Donc voilà, ok, risque de faillite et d'étudier donc le business model, comment il fonctionne, les sources de revenus, est-ce qu'il y a quels sont les éléments de fragilité. Les actifs de la structure, ok, une entreprise, ça possède des choses, ça possède des actifs, ok, quelles sont la nature des actifs? Est-ce qu'il y a de l'immobilier? Encore une fois, à mettre en face l'endettement existant. Vous vous rappelez, je m'étais positionné sur Orpea. J'ai loupé cet élément de la charge de la dette et j'apprends justement. Je m'en suis ouvert sur ma chaîne en disant ok, je m'étais positionné sur Orpea, j'ai fait un pari spéculatif, je me suis planté, je vous le dis. Je vous ai expliqué aussi pour quelles raisons je me suis planté et quelles leçons j'en ai tirées. Bon, bah voilà, typiquement, mettre en face des actifs aussi l'endettement existant. C'est fondamental. Et puis, de la même manière, le poids de la dette future, là, ils sont en train de lever de la dette, c'est de l'obligation. Bon, bah, ok, ben, qu'est-ce que ça va. Est-ce qu'ils sont en capacité, avec la rentabilité qu'ils dégagent, de l'absorber? Les actifs de la structure, en l'occurrence, là, sur le deal en question, ils ont. Je risque de dire des bêtises. Mais ils ont des, je crois de mémoire qu'ils en ont pour 160 millions d'actifs. Je crois que c'est ça, hein. Encore une fois, allez voir la vidéo si vous voulez aller voir le détail. Mais bon, ben voilà, à mettre en parallèle avec, ok, comment ils sont endettés. Donc, voilà pour la solidité et la question liée à la question de est-ce que je vais revoir mon argent. Ensuite, pourquoi ils vont chercher cet argent? Ça, c'est une question aussi qui est fondamentale. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette dette? Ils financent quoi? En l'occurrence, là, c'est pour finir de racheter les parts d'une entreprise dont ils possèdent déjà 75%. Et donc, il y a 25% restants à aller chercher. Et bon, voilà, après, il y a des montages financiers comme ça, vous avez des fonds qui vont investir dans des boîtes, et puis au bout d'un moment, vous allez cet investissement qui arrive à terme, et donc il y a potentiellement des obligations de rachat de la structure qui a fait l'acquisition de la plupart des parts. Bon, voilà, c'est le genre de choses qui se passent notamment dans le deal en question. Et ok, donc voilà, donc acheter, acquérir davantage d'une structure dont ils possèdent déjà 75%. Et bah, en l'occurrence, ça veut dire que ok, bah, il y a quelque chose de concret. C'est différent de euh, typiquement, ok, on lève de la dette pour dépenser dans du marketing ou de l'embauche. Là, en l'occurrence, ils vont acquérir des actifs. Euh, donc, on a quelque chose de tangible. C'est différent de dépenses de type de personnel qui peuvent, au final, euh, pas forcément créer de richesse. Voilà, ça tient aussi typiquement sur la capacité de l'équipe de bien embaucher et de magnifier, je dirais, le travail qui sera produit par les personnes qui auront été embauchées pour produire de la richesse, pour produire de la valeur supplémentaire. Ou de la même manière, du marketing, si c'est des dépenses de marketing, eh bien, potentiellement, ça va rien donner s'ils se plantent au niveau de la campagne. Donc voilà, ils financent quoi? Ça, c'est un élément qui est important aussi enfin, quelque chose qui est fondamental comme question à se poser. Euh, Pourquoi ils proposent ce rendement? Et là aussi, il y a une notion d'accessibilité. Ok, là, en l'occurrence, le deal en question, 14% brut annuel, d'accord. Ok, pourquoi ils proposent ça? Pour quelle raison?
pourquoi ne pas aller voir des banques, typiquement? Pour quelles raisons ils ne vont pas essayer d'aller lever de la dette auprès de banques avec un taux qui sera potentiellement plus intéressant? Alors, là-dessus, par rapport, même chose au deal en question, il y a, voilà, il y a un basculement au niveau de l'activité. Et ça, c'est quelque chose que les banques n'aiment pas. C'est quand il y a un changement d'activité, donc il y a eu des ventes d'actifs, le rachat d'une autre structure qui, elle, tourne déjà depuis 20 ans. Mais du côté des banques, et d'ailleurs, c'est Oussama Hamar qui en a parlé récemment dans un podcast qu'il a fait avec Yomi. Et je crois que j'en parlais dans une de mes vidéos parce qu'il s'en était ouvert à moi lors de nos calls mensuels. Euh, et, et en fait, c'est que les banques, rien que pour ouvrir un compte bancaire, vous savez, avec Silicon Valley Bank, vous aviez des tas de startups qui étaient monobanques. Elles avaient tous leurs fonds dans cette banque-là. Et c'est pas par plaisir qu'elles étaient dans cette situation. Potentiellement, vous avez des entreprises qui ont levé plusieurs dizaines de millions, qui ont plusieurs dizaines de millions là à disposition en liquidité. Mais comme elles n'ont pas encore de business qui tourne, parce qu'elles n'ont pas encore de revenus, parce que leur activité reste encore à être construite, eh bien les banques ne vont même pas vouloir leur ouvrir un compte. Alors vous imaginez, en plus de ça, leur prêter de l'argent. Encore plus dingue. Surtout dans les temps actuels où il y a une certaine pression sur le système bancaire, d'une manière générale, elles sont extrêmement frileuses à prêter. Donc là, en l'occurrence, quand vous avez comme ça un changement d'activité qui, sur le papier, est le cas, mais en même temps, et c'est justement là, j'en reviens, hein, le côté, ok, détection de l'opportunité, c'est de dire, ok, si je reste à la surface, je veux dire, comme les banques, parce que, bon, on va pas se leurrer, les, les personnes auxquelles on va s'adresser d'une manière générale dans les banques n'ont pas cette finesse d'investisseur. Et ils vont rester à la surface et ils ont juste, ah, est-ce que ça coche ma case? Non. Ah ben du coup, ok, je ne vais pas, je ne vais pas pouvoir leur proposer une solution. Et en l'occurrence, bon, bah voilà, sur le papier, effectivement, il y a un changement d'activité, mais en fait, ça se fait par le biais d'un rachat d'une structure qui est là depuis 20 ans. Euh, bon, je veux dire, il y a des équipes, c'est une énorme boîte, enfin une très grosse PME, plus de, enfin, des dizaines de millions, centaines de millions de chiffres d'affaires. Bon, euh, en l'occurrence, ok, il y a un changement d'activité, mais en fait, il y a quand même quelque chose de très solide derrière. Mais ça, c'est quelque chose que les banques avec lesquelles elles ne sont pas à l'aise. Déjà, elles ne sont pas à l'aise pour ouvrir un compte bancaire juste quand il y a une activité qui est un peu incertaine. Donc, alors, imaginez, du coup, prêter de l'argent. Donc, ça, c'est le genre de choses qui explique la raison pour laquelle ce type de structures sont dans des conditions qui fait que aller lever de l'argent auprès des banques, ça va être compliqué. Et en plus de ça, il va falloir donc, même si c'est possible, ok, c'est peut-être possible, mais d'expérience là aussi, bah, ça engendre des coûts parce que les banques, elles vous, déjà, c'est très long, voilà. Il y a des délais qui sont juste délirants. Ça peut durer 6 mois, un an. Et dans le business, ben, il faut aller vite. Surtout quand parfois on a des contraintes, on a besoin de cette liquidité pour pouvoir clôturer un deal qui avait déjà été prévu à l'origine, quoi. Donc, les délais sont problématiques et puis il y a les coûts. Euh, D'aller lever comme ça de l'emprunt, faire de l'emprunt auprès d'une banque, il faut fournir énormément de documents. Surtout dans le cas que j'évoque là, il va falloir faire bosser des avocats, experts comptables, fournir des rapports, fournir des projections dans tous les sens, et puis c'est des allers-retours. Et puis parfois, c'est juste de la folie. Vous avez, c'est du vécu encore une fois, hein. Vous allez fournir un document, ils vous demandent des trucs complémentaires, il faut le temps de les faire, vous les renvoyez, ils mettent du temps à les compiler, ils reviennent vers vous, ils vous disent ok c'est ok. Par contre, le document que vous avez fourni au tout début, ah maintenant il faudrait le mettre à jour. Donc, et ça, c'est encore une fois de l'argent qu'il faut dépenser auprès avocats, potentiellement experts comptables, audit indépendant. Et donc voilà, c'est des dépenses, c'est de l'énergie. Et le temps que l'on va consacrer à tout ça, à monter de ce dossier, à obtenir cet emprunt, eh ben, c'est aussi un coût d'opportunité. C'est du temps et de l'énergie qu'on ne peut pas
consacrés à développer le business ou choper des opportunités d'un point de vue, en fait, développement de l'activité. Les conditions aussi, de la même manière. Du côté des banques, elles peuvent être extrêmement dures sur les conditions qu'elles vont réclamer. Typiquement, mettre que le dirigeant mette en collatéral soit garant perso. Voilà, ça peut aussi expliquer les raisons pour lesquelles ils ne vont pas voir les banques. Et puis d'une manière générale, donc la rigidité du côté des banques, hein, c'est ce qu'en final j'expliquais juste avant, où eux voilà, ils ont leur truc de case à cocher, ça reste très administratif et quand on a des levées, comme c'est le cas en l'occurrence de plusieurs millions, eh bien ça remonte tout de suite aux caisses régionales. On ne peut pas, on n'a pas un interlocuteur, un humain en direct, quoi. Je veux dire, il y a un côté de déshumanisation. Et du côté des caisses régionales, en fait, ils sont voilà, en mode, ok, je coche mes cases, si ça coche pas les cases, c'est mort, on n'y va pas, quoi. Et de la même manière d'ailleurs, vous pouvez faire tout le process de bout en bout pour constituer le dossier, le soumettre, c'est envoyé en caisse régionale, et encore une fois, je vous parle de vécu, et ils vous disent, bah en fait non, on n'y va pas. Sauf que vous avez eu toute l'énergie qui a été dépensée, tous les coûts que ça a engendré, le temps qui est passé, pour au final avoir quand même un refus. Ensuite, par rapport à pourquoi ils proposent ce rendement, la question à se poser aussi, c'est ok, pourquoi ils ne proposeraient pas moins? Pourquoi ils ne proposeraient pas du 10%? Ok, bah là, il faut se poser la question de, d'accord, à quoi ils se confrontent en termes de concurrence? Aujourd'hui, on a la possibilité en fait de se diversifier, pardon, avec des petits tickets de 1000, d'ailleurs il y a même des plateformes qui proposent quelques centaines d'euros, dans de multiples obligations d'entreprise. Donc en face, il y a de la concurrence de plateformes de crowdlending. Je pense notamment par exemple à des plateformes typiquement comme Mintos, dont j'ai parlé sur ma chaîne, où on a la possibilité comme ça de prêter à des entreprises. Et on a des rendements qui vont être de 8, 10%, peut-être jusqu'à 12%. Donc en phase 2, pour les investisseurs, ils se disent ok, est-ce qu'il vaut mieux pas que j'aille mettre mon argent? Il faut que je crée un rendement en fait suffisamment intéressant pour que je me dise ok, je préfère passer avec cette entreprise en mettant mon ticket de 10K plutôt que pour certains investisseurs dire voilà, je mets 10 tickets de 1000 sur une plateforme de crowdlending par exemple. Donc voilà, c'est ok, à quelle concurrence ils sont confrontés. Et en l'occurrence, aujourd'hui, avec des taux aussi qui augmentent, du côté des obligations d'État, voilà, on le voit, hein, il y a les taux de rémunération qui augmentent, forcément, il faut proposer un rendement qui soit suffisamment attractif, notamment avec la période d'inflation que l'on connaît et qui n'est, à mon sens, loin d'être terminée. Et puis, le côté accessibilité aussi. Ce genre de deal, eh bien, de la même manière, pour pouvoir attirer de l'investisseur, déjà, vous allez toucher une toute petite partie de la population, parce qu'encore une fois, vous n'avez pas le droit d'en faire la publicité. Donc, vous allez passer par des canaux de distribution, entre guillemets, en tout cas, comme voilà, des gens qui vont parler à uniquement un cercle restreint, qui vont juste l'évoquer. Qui ne font d'ailleurs, je ne fais absolument pas de conseil en investissement. Il y a tous les disclaimers associés lors de la communication de ma liste email privée. C'est juste, ok, moi je suis allé là-dessus, je vous en parle, vous faites ce que vous voulez, je vous livre mon analyse avec mon point de vue, mais après chacun prend sa décision. Donc voilà, c'est ce genre de choses où ils vont s'adresser à une population en fait qui est ultra restreinte. Et du coup, accessibilité réduite, population touchée faible. Moi, de la même manière, cette population, voilà, il y a la notion de concurrence et puis d'éveiller leur intérêt, tout simplement. Parce que quand on s'intéresse à ces sujets-là, des opportunités de ce type, on en voit régulièrement passer. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vous donne aussi un autre exemple, hein, typiquement. Là, c'est un membre de ma communauté privée qui nous amène ce deal. Peut-être que je vais pouvoir d'ailleurs en parler dans ma liste email privée. Je suis en discussion à ce niveau-là. Voilà, c'est des tickets minimum de 30K. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui a été négocié.
salutations Johan, si tu passes par là, qui a été négocié par le membre de ma communauté, sinon c'était 100K, euh, avec du 16% annuel. Et alors pareil, ok, mais pourquoi? Pourquoi ils font ça? Bah, tout simplement parce qu'ils sont en train de se structurer pour pouvoir aller lever de la dette à des rendements qui sont plus faibles, mais que ça prend du temps. C'est exactement ce que j'évoquais, du côté des banques, ça prend du temps. Donc, ben, nous, on a des opportunités qui se créent comme ça dans des entre-deux, ou des boîtes comme ça ont des besoins quand même de liquidité, qui ont besoin de croître, où c'est intéressant quand même de proposer ces rendements parce qu'elles, elles génèrent encore plus d'argent en contractualisant ces obligations. Voilà les amis, écoutez, j'espère que vous avez trouvé ça utile. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Mettez-moi un commentaire pour me faire un feedback par rapport voilà, ce que je vous ai exposé dans la vidéo. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours, disons que je vous ai appris des choses. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!